Bonjour, merci d'être ici. Alors je suis très content parce que je ne vais pas beaucoup travailler. Ça va être Jacques et Aurélie qui vont faire toute la présentation. Alors je suis donc le vice-président de la commission normes et internationales. Alors volet international, parce que volet normes, j'y comprends rien. Le président, c'est Thomas Béard. Je fais de l'international depuis un certain nombre d'années et l'idée de base de cette réunion, c'est d'inciter des jeunes à rejoindre pour qu'ils puissent voir ce que ça peut leur apporter, mais aussi ce que ça implique comme engagement. Donc on a pris deux exemples, celui de Jacques et celui d'Aurélie. Jacques à l'AE, l'Association actuarielle internationale, et Aurélie à l'AI, l'Association actuarielle internationale. Ils vont chacun donner comment ça se passe, pourquoi ils sont venus, etc. Qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça leur a impliqué comme travail aussi. Voilà, j'ai fini de bosser, à vous de jouer les Jones. Ah oui, alors ceux qui posent des questions, on m'a dit qu'il fallait qu'ils parlent dans le micro, hein, comme a dit Coluche, bonjour micro. D'accord. Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, sur l'activité internationale, on a d'abord, alors là c'est le travail de la commission, donc je présente et tu me dis si je dis des bêtises. L'activité de la commission normes internationale, elle est rythmée par les rendez-vous à l'AE et à l'AI, donc l'Association actuarielle européenne et l'Association actuarielle internationale. Et on a toujours beaucoup de consultations, comme vous pouvez vous en douter, qui sont soit de l'IOPA, de l'IAIS et des autres organismes qui participent à l'élaboration des normes à l'international. On peut avoir au travers de ces consultations, une influence en tant que profession actuarielle sur les différentes normes et sur la façon dont les actuaires français perçoivent les problématiques de l'assurance. Et on essaye d'avoir une contribution au service de l'intérêt général. Et c'est une chose qui est importante et à laquelle l'Institut des actuaires français a toujours tenu. On ne se présente pas comme une instance de lobbying à strictement parler, parce qu'on est un groupe d'experts et quand on apporte une parole, c'est une parole d'expertise qui vise à mettre en avant un certain nombre de points et d'arguments techniques. Les instances de lobbying sont pas représentées à l'Institut des actuaires, où on vient en tant que personne et pas en tant qu'organisme. Et on a eu, alors je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais on a eu parfois des frictions parce qu'on voulait pas, l'Institut des actuaires ne voulait pas devenir une instance de lobbying. Alors, donc, on a 3 niveaux, mais est-ce que... Ah bah, tu continues. Moi, je continue. Bon, d'accord. On le regarde bosser, il a voulu prendre le chair, il bosse maintenant. On va préparer et avoir un certain nombre de liens avec les différentes commissions, puisqu'on a beaucoup de commissions à l'Institut des actuaires et de groupes de travail, comme vous le savez tous, qui vont être amenés à travailler sur leur pôle d'expertise. Et après, la commission normes et internationale coordonne un certain nombre d'échanges qui vont avoir lieu avec nos homologues européens. On peut influencer certains sujets et on peut co-construire des sujets. Alors, il y a deux exemples qui sont mentionnés sur la cost performance avec Valérie Jost, qui fait aussi partie de la commission prudentielle, et Christelle Dieudonné, qui intervient à l'OCDE sur un certain nombre de problématiques d'assurance au niveau international. Alors, juste, je voudrais couper un peu la parole. Malgré tout, c'est pas bisounours non plus, hein. Chaque institut, que ce soit l'Institut des actuaires ou la DAV allemande ou le l'IOFA anglaise, défend aussi son marché. Donc il faut, si vous voulez, être le plus en amont. Et c'est là où l'AE est important, parce qu'entre la Commission européenne et l'IOPA, tout ça, tout ce qui est décidé à Bruxelles peut s'appliquer en France. Donc plus on est en amont pour dire quel est le cahier des charges, mieux on peut défendre les intérêts de son marché. On a plusieurs exemples pratiques. Et si je prendrais une analogie, j'ai un copain il y a très longtemps qui fabriquait des sièges en plastique. Il a eu le marché de Roland Garros. Je lui ai dit, comment t'as fait? Ben, j'étais à la commission du cahier des charges. Et c'est comme ça qu'il a eu le marché par rapport à Libert qui était beaucoup plus gros. Alors ça paraît une anecdote, mais plus on est en amont, je répète ça, plus on s'implique en amont à définir le cahier des charges, plus on défend le marché français.
sans pour autant être une instance de lobbying, soit de la France Assureur ou d'autres. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais tu as tout à fait raison, merci. Et effectivement, mais ce qui va se passer, c'est que effectivement, mais de nouveau, enfin, c'est pas du tout en contradiction avec ce que je dis, j'ai l'impression, parce qu'on a tous vécu des morceaux de réglementation qu'on comprenait pas bien comment ils devaient s'appliquer en France, c'était inapplicable, ça marchait pas, c'était pas clair. Et effectivement, en tant qu'actuaire, on voudrait avoir une norme, une réglementation qui s'applique clairement et que on n'a pas trop de ne comporte pas trop d'ambiguïté. Et donc, s'impliquer en tant qu'acteur français, c'est porter les spécificités du marché et s'assurer qu'on va avoir une réglementation qui est bien faite et qui est applicable sur notre marché, avec les produits qui existent sur notre marché et qui n'a pas été uniquement pensé avec les produits et les techniques d'autres pays. Alors, c'est là que ça devient compliqué. On a... Tu laisses à Aurélie pour expliquer, comme ça c'est ça. Si elle se plante, ça sera de sa faute. Tu veux que je prenne le relais? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, je suis Aurélie Treilloux. Donc voilà, je suis associée chez Périclès et j'ai en charge toute la practice actuariat. Et je fais également partie donc de la commission normes et internationales. Donc sur le graphique que vous pouvez voir, ce sont justement les interactions qui peuvent exister entre les instances de l'AAE, donc qui est l'association au niveau européen, l'AAI, donc l'association des actuaires au niveau international, et l'Institut des actuaires français. Donc, et quelque part, ces commissions, ces interactions, elles se centralisent au niveau de la commission normes et internationale, au niveau de l'Institut des actuaires. Donc, vous voyez l'ensemble des commissions qui peuvent exister au sein de l'Institut des actuaires, donc la commission normes et internationale, commission prudentielle, commission RM, commission YARD, etc. Donc, la commission normes et internationale qui, elle, va faire le lien avec les instances de l'AAE et de l'AAI. Donc vous connaissez tous Samuel, hein, donc qui lui fait le lien aussi entre les commissions de l'Institut des actuaires français et toutes les instances de l'AAE et de l'AAI. Et il y a des représentants donc, qui sont nommés au sein de l'Institut des actuaires pour justement faire partie de ces instances à l'international. Donc, dont Jacques fait partie, Richard aussi, et pour ma part également à travers le Forum Santé. Je te redonne la parole, Jacques. Merci beaucoup. Et, oui, d'ailleurs, je ne me suis même pas présenté. Bon. Alors, on a... comme Richard le disait, on a deux parcours qu'on va vous présenter et qui vont être, on l'espère, une source, sinon d'inspiration, mais au moins d'envie pour vous de rejoindre nos activités à l'international. Et on va essayer de vous dire en quoi c'est une opportunité. Je vais commencer avec mon propre parcours. Donc, et c'est là que je vais avoir l'occasion de me présenter d'ailleurs. Donc je travaille chez Covéa dans la veille prudentielle, c'est-à-dire que je dois m'occuper de savoir ce qui se passe sur les normes prudentielles, sur Solvabilité 2, en gros. Évidemment, ça me fait discuter avec un certain nombre de personnes, ça me fait lire un certain nombre de documents, et parfois on va se poser des questions. S'engager à l'IA, c'était une opportunité pour avoir une espèce de discussion qui était déjà entre experts, entre personnes qui connaissent le sujet, ou en tout cas qui ont une forte appétence pour le sujet, et comme je le disais tout à l'heure, potentiellement un petit peu déconnecté des stricts intérêts de lobbying, d'influence de nos compagnies qui sont légitimes, mais voilà, il y a certaines pistes qu'on va moins avoir l'opportunité d'explorer parce que ça ne correspond pas soit aux intérêts, soit tout simplement aux besoins de nos compagnies respectives. Donc on peut parler avec d'autres actuaires à l'Institut des actuaires et voir des gens qui ont essayé d'autres choses, qui ont développé des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est très intéressant. Ça va permettre souvent de faire apparaître des problématiques de marché. Donc une problématique de marché, c'est de dire, en fait, le problème que j'ai,
c'est un problème qui est partagé par d'autres. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois on a vraiment des problèmes de marché, et c'est dans ces discussions au sein de l'IA qu'on s'en rend compte. Et mon investissement à l'Institut des actuaires m'a mené peu à peu à m'investir à l'AE, donc à l'Association actuarielle européenne. J'étais dans la commission prudentielle, et un beau jour, il a fallu remplacer Mathias, c'était Mathias, oui, qui partait du working group Solvency II. Il a fallu le remplacer. Comme j'étais dans la commission prudentielle, j'ai eu l'opportunité de participer aux travaux de l'AE, et on change d'échelle, on passe de l'échelle française à l'échelle européenne, et ça apporte un regard additionnel. Déjà parce qu'il y a de nouvelles problématiques. Les problématiques du marché français sont pas forcément des problématiques partagées au niveau européen. Et au niveau européen, il peut y avoir d'autres problématiques qu'on n'a pas vues sur le marché français. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des maturités différentes sur les marchés européens. On peut avoir certains marchés qui sont plus en avance, plus en retard par rapport à la France, et on peut parfois, grâce à l'activité de l'AE, se rendre compte soit qu'on est en avance sur les autres, soit qu'on est en retard. Alors, deux exemples qui me viennent à l'esprit. On avait été sollicité par la représentante de la Belgique à l'AE sur la liquidité. Il y avait une enquête du superviseur local sur la liquidité, et avec un certain nombre de questionnaires à remplir, de données à fournir. Et la représentante belge demande au groupe, est-ce que vous avez la même chose chez vous, dans vos pays? Et c'est très intéressant parce que j'ai, de cette façon, un pas d'avance. Je sais que potentiellement mon superviseur, la CPR en France, pourrait me poser une telle question parce que quelqu'un l'a déjà fait en Europe, juste à côté. Donc, grâce à mes collègues, j'ai potentiellement un instant d'avance, et je peux évidemment, ce que je fais normalement, c'est j'informe la commission prudentielle de l'Institut des actuaires, et on récupère une information au niveau de l'Institut des actuaires grâce au marché extérieur. Un autre exemple sur les maturités variées des marchés, c'est l'IRRD. Alors, la France regarde l'IRRD avec une certaine, un air un peu blasé, puisqu'on est tous passés par là. On a eu la loi Sapin 2, on a déjà nos plans de redressement, de rétablissement à faire, nos PPR. On a une maturité beaucoup plus grande sur l'IRRD que les autres marchés, et donc on est pour les autres un interlocuteur tout à fait intéressant, parce qu'on peut leur fournir un certain nombre de réflexions sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de travailler et de se creuser la tête il y a 3 ans, 4 ans. Juste un aparté, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été à la journée de la CPR vendredi dernier? Bon, c'était intéressant. Et ils sont sur le site, il y a les transparents. Donc ça vaut le coup, ils vont les mettre, ça vaut le coup, ça vient un petit peu en complément, c'est pas sur l'international, mais encore une fois, Bruxelles, les normes européennes, l'IOPA, la CPR et tout, donc il y a des choses qui peuvent vous intéresser, c'est gratuit, c'est sur le site de la CPR, excuse-moi. Non mais je t'en prie, alors déjà, je remarque que tu sais transparent. Les gens qui ont moins de 40 ans savent même pas de quoi tu parles. On dit slide? Oui, on dit des slides. Alors les slides. Et puis alors, est-ce qu'il faut la présentation. Est-ce qu'il faut que je change mon adresse mail Wanadoo pour Orange ou pas? Ça serait pas mal, oui. Allez. Et alors, depuis peu, j'ai en plus du groupe de travail Solvency II à l'AE, je suis représentant de l'Institut des actuaires au comité assurance. Donc le comité assurance chapeaute un certain nombre de groupes et de groupes de travail au sein de l'AE. Et donc dans le comité assurance, on a un représentant par pays. Et donc j'ai l'honneur de représenter l'Institut des actuaires français au comité assurance, qui chapeaute les groupes de travail et qui va donc du coup valider, superviser un certain nombre de travaux qui sont effectués dans les différents groupes. Et je pense... ah non,
Ça, c'est moi, pardon. C'est moi aussi ? C'est moi, d'accord, merci. Qu'est-ce qu'on fait en pratique à l'AE et là où ça va être intéressant, hein, on va avoir avec un certain nombre de travaux avec les IOPA. Alors déjà, l'AE rencontre les IOPA et c'est très intéressant. Et Richard m'a donné m'a tendu une perche parfaite parce que l'ACPR travaille avec les IOPA, l'ACPR va avoir des échanges avec les IOPA et en pouvant aller rencontrer les IOPA directement en tant qu'AE, on va avoir des informations un peu en amont, un peu plus nuancées que ce que l'ACPR a pu transmettre. Parce que l'ACPR a un message à transmettre sur le marché français, a des problématiques françaises à prendre en compte. Il y a des questions de politique intérieure qui, de nouveau, sont tout à fait normales et légitimes de la part de l'ACPR qui fait son travail comme ça. Mais nous, on peut avoir un peu plus de contenu et un peu plus de background, si vous me permettez cet anglicisme, en ayant rencontré directement les IOPA, en ayant participé en amont à des consultations et toujours en ayant le souci, en tout cas c'est vraiment le souci de l'Institut des actuaires, de donner un avis d'expert et pas une connotation de lobbying à nos interventions. À la Commission européenne, on peut aussi rencontrer la Commission européenne et répondre à des consultations. On peut avoir des position papers de l'AE sur un certain nombre de points. Alors évidemment, la révision Solvabilité 2 nous a fait produire un certain nombre de papiers de position dans lesquels on explique ce qu'on pense être la bonne voie et on adresse ça à la Commission européenne pour qu'elle prenne en compte nos avis, nos idées sur ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas que la révision soit. Et puis après, avec les associations nationales, on va avoir un certain nombre de rencontres bilatérales, on va avoir des partages d'expériences, donc selon les besoins, selon les actualités du moment. À mon tour. Ok, alors pour ma part, donc moi j'ai une histoire un peu différente par rapport à mon implication au sein de l'AI. Donc comme je le disais, je travaille chez Périclès et donc j'ai rejoint le groupe Périclès en 2020 pour notamment développer toute la practice prévoyance santé IARD. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de m'investir et de m'engager dans les activités et dans les groupes de travail de l'Institut des actuaires français. Donc je vois certaines personnes dans la salle que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi. Je vois Juliano qui est là à travers ces groupes de travail, notamment sur l'assurance des emprunteurs, où j'ai pu travailler sur les guidelines, sur le calcul de la PRC, la provision pour risque croissant. Et ensuite, j'ai entrepris de co-animer le groupe de travail prévoyance. Donc là, j'ai rejoint la commission santé-prévoyance. Le groupe de travail prévoyance a été, on va dire, créé dans la foulée. On a travaillé notamment sur l'impact de la réforme des retraites. Et dans la continuité de cette application au sein de la commission santé-prévoyance, j'ai eu la chance d'être nommée, donc c'était début 2022, pour rejoindre le Health Forum de l'AAI. Voilà, puisque au niveau de l'organisation de l'AAI, pour pouvoir participer au forum, en fait, il y a un représentant par pays. Donc, il faut être nommé par l'Institut des actuaires du pays concerné pour pouvoir accéder à ces instances-là. Et après, il y a aussi toutes les sections. Donc, toutes les sections, que ce soit santé, ERM, épargne, où là, tout le monde peut participer. Si vous avez envie de vous impliquer dans les travaux des institutions, des instances européennes et internationales, vous pouvez le faire via les sections. En tout cas, cette participation au Health Forum m'a permis aussi d'ouvrir, je dirais, les réflexions sur voilà, le fonctionnement de la santé sur d'autres marchés, sachant que voilà, tout le monde n'a pas la même réglementation, le même niveau de couverture étatique, donc les solutions assurantielles sont différentes aussi entre les différents pays, et puis de voir aussi quelles étaient les réflexions par rapport aux problématiques de tarification notamment.
Donc voilà, il y a des réflexions qui sont menées sur la tarification à l'âge biologique, par exemple, donc c'est-à-dire basée sur des prises de sang, ce qui peut nous paraître complètement incroyable et inenvisageable dans notre pays. Il y a certains pays voilà, qui réfléchissent déjà véritablement à de nouveaux modes de tarification pour la santé, et notamment sur cette tarification à l'âge biologique. Donc, il y a également des échanges sur toutes les problématiques de digitalisation du secteur de la santé, sur les niveaux de capital requis au niveau S2, sur aussi les impacts du risque climatique sur la santé. Et donc là, voilà, l'impact sur la santé, sur la mortalité, notamment sur les modes de vie, voilà, comment ça va impliquer aussi notre consommation en santé. Et puis, ça m'a permis d'accéder aussi à des groupes de travail, donc d'autres groupes de travail, donc au niveau international, notamment la Task Force pandémique, où là, on travaille donc collégialement avec un ensemble d'actuaires du monde entier sur l'écriture d'un article sur quelque part les impacts d'une pandémie. Donc c'est d'une pandémie au sens large, mais bien évidemment largement inspiré par ce qu'on a vécu ces dernières années à travers la pandémie de Covid. Donc, pour moi, c'est vraiment une véritable chance de pouvoir accéder à toutes ces réflexions, de pouvoir échanger sur ces sujets qui ne sont pas forcément les sujets d'actualité aujourd'hui en France, et puis voilà, de rencontrer voilà, d'autres personnes. Et ce qui m'a donné la chance, notamment, d'aller participer et assister au congrès des actuaires international à Sydney. Donc, c'était au mois de mai dernier. Donc, on était 4-5 personnes de la délégation française pour assister à toutes les conférences du congrès des actuaires. Et donc il y avait le congrès des actuaires et il y avait aussi la réunion de toutes les sections et de tous les forums. Donc ça, c'est la semaine qui a précédé le congrès des actuaires. Et donc, ce qui m'a donné aussi la chance de véritablement rencontrer mes pairs, parce que c'est vrai que les réunions du Health Forum, ça se fait, c'est tous les 2 mois et ça se fait par Teams, forcément. Et donc là, j'ai pu rencontrer en chair et en os les personnes avec qui j'échange régulièrement. Et c'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir les rencontrer. En plus, à l'autre bout de la terre, c'était un peu incroyable. Donc voilà. Donc voilà comment se passe ma participation au sein de l'AI. Donc tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est une vraie ouverture par rapport à nous, nos réflexions, déjà notre quotidien professionnel, ensuite nos réflexions au niveau français, ça ouvre vraiment l'esprit sur d'autres manières de penser, d'autres manières d'apporter des solutions assurantielles et comme le disait Jacques aussi, d'avoir un impact, de pouvoir quelque part avoir une influence sur le marché de l'assurance de demain. Juste une question, moi qui n'ai rien en santé. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est illégal ou pas en France de tarifer sur la prise de sang? Ou c'est simplement pas fait? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est confidentialité des données, je ne pense pas que ce soit légal à ce stade. Mais après, quand le monde évolue, la réglementation évolue aussi. Donc, non, je crois que, de mémoire, j'avais eu un problème similaire qui s'était posé. Je pense qu'on n'a pas le droit de demander à une femme si elle est enceinte ou pas. Et donc, du coup, là, je ne vois pas comment la prise de sang serait légale. Oui, on est d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, on est d'accord. Et puis à part ça, Richard, est-ce que tu pourrais t'occuper de me faire passer de l'AE à l'AI? Non, parce que tu es trop jeune et il faut d'abord que tu continues à bosser bien à l'AE et défendre les intérêts. Nous verrons, défendre les intérêts de la France d'abord. Je suis allé à Cologne il y a 2 mois où on a eu le plaisir de se rencontrer, mais Sydney, c'est un peu plus exotique que Cologne. Non, mais c'est plus cher, ça, c'est plus cher. Alors, toute blague mise à part, encore, moi, j'ai découvert l'Europe de l'Est grâce à l'AE, parce que j'ai aucune idée où se trouvait la Slovaquie, la Slovénie, tous ces trucs-là, et les pays baltes. Et par exemple, là, on va à Vilnius et tout. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et surtout, ce que ça m'a intéressé, et je rejoins ce que Jacques et Aurélie disent, on découvre des marchés qui sont en avance sur nous. Par exemple, en Europe de l'Est, ils n'ont pas fait de régime à prestation définie, il n'y a pas d'Agir, il n'y a pas d'ARCO et tout. Ils sont passés directement, comme au Chili, de rien du tout, où la sécurité sociale, les régimes soviétiques,
à des régimes par capitalisation à cotisation définie. Bon. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait un gros problème, c'était dans la phase de décumulation. Il y avait un groupe de travail sur comment, quand vous avez accumulé une certaine épargne, vous devez l'utiliser jusqu'à la mort du bénéficiaire, quand ce n'est pas mutualisé. Alors, qu'est-ce qu'on mutualise, qu'est-ce qu'on ne mutualise pas? Il y a des choses assez intéressantes. Ça, c'est un exemple pratique, si vous voulez, qui m'a aidé. D'autre part, je vais faire vieux con, mais ce n'est pas grave. Quand j'ai commencé à faire les engagements sociaux sur le FAS 87, en France, personne ne savait ce que c'était. Il se trouvait que j'avais un ami qui était chez Coopers et Lebron qui m'a dit « Je ne veux pas que Coopers fasse, sur cette boîte du CAC 40, soit à la fois l'auditeur et le conseil. Donc, je veux prendre quelqu'un de l'extérieur. » Et là, j'ai utilisé, effectivement, je travaillais chez Mercer à l'époque, le réseau est suisse et belge et irlandais pour travailler, parce qu'eux, ils étaient plus mûrs. Et pourquoi ils étaient plus mûrs? Parce que quand c'est les boîtes qui payent les retraites, il faut attention. Alors qu'en France, comme c'est l'Agirc et l'ARCO, vous payez des cotisations, vous ne donnez pas votre avis, mais vous n'avez pas à financer vous-même, si vous voulez, les retraites du deuxième niveau. Voilà. Et bien alors, Sydney, dernière chose sur Sydney, je suis d'accord. Alors, encore un avantage d'aller être à l'international. Je vais vous donner un cas concret. J'arrive à Sydney, je revois Françoise Gilles, qui est belge, actuaire, avec qui on travaillait ensemble. Elle est revenue à Paris, elle est maintenant CRO d'AXA, une petite boîte d'assurance dont vous n'avez jamais entendu parler. Et en fait, elle a passé quelques années à Hong Kong à l'international pour couvrir toute l'Asie du Sud-Est. Et ça donne, pour ceux qui réussissent à l'international, c'est un tremplin incroyable. Il y avait aussi Emmanuel Calandro, qui est actuaire, qui est un des patrons de BNP Paribas, enfin Cardiff, si vous voulez. Tout ça pour... lui, il était en Corée, il a été déplacé à Séoul. Puis alors, je ne voudrais pas dire, mais quand vous êtes chargé de famille et que vous êtes installé par AXA et tout à Hong Kong, c'est pas dans 40 mètres carrés que vous êtes. Hein. C'est pas désagréable. Et d'ailleurs, ça pose un problème, c'est que pour les gens qui ont été à l'international, il y a un tel style de vie que revenir en France de temps en temps, après, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a plus la maison de fonction, il n'y a plus la voiture de fonction. Enfin, la voiture de fonction, oui, mais la maison de fonction n'existe plus. Cela étant, j'ai constaté que les gens qui ont des carrières internationales ont une ouverture d'esprit sur le monde qui est assez intéressante. Et je pense que ça vaut la peine, à titre... Enfin, j'aurai votre âge, je referai de l'international parce que je pense que c'était... it's good. Good for you et c'est un peu fun. Allez. Oui, je peux parler aussi de mon expérience à l'international. Hein, voilà, donc effectivement, moi j'ai eu la chance de partir à New York, donc c'était il y a quelques années hein, maintenant, mais j'ai passé 2 années en expatriation à New York, c'était avec le cabinet EY. À l'époque, donc effectivement, tout organisé par EY, que ce soit les papiers ou le déménagement ou les billets d'avion, les allers-retours pour Noël, voir sa famille, voilà, tout était pris en charge. Donc j'avais la chance de travailler sur Times Square pendant 2 ans. Et effectivement, travailler à l'international, ça donne une vraie ouverture. Je trouve que tant qu'on travaille, je dirais, de France avec d'autres pays, ça ne donne pas la même ouverture que quand on travaille d'un autre pays véritablement sur le reste du monde, puisque voilà, s'installer dans un autre pays, c'est vraiment s'adapter à la culture locale, à de nouvelles façons de travailler, de nouveaux codes, et ça permet aussi de porter un regard un peu plus critique sur nos propres modes de fonctionnement à nous, notre façon de travailler, notre façon d'envisager les choses, les problématiques, de les résoudre. Donc effectivement, si vous avez l'opportunité de travailler à l'international, c'est une vraie chance. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai souhaité m'investir au sein de l'AAI, puisqu'aujourd'hui, j'occupe un poste qui a une dimension internationale moindre. Ça me permet de rester justement connecté avec cette dimension internationale, avec les réflexions d'autres pays et justement cette façon un peu plus large de penser. Voilà, mais évidemment, l'Institut des actuaires tient à ce que vous restiez ici et que vous influenciez le reste du monde depuis la France. Alors, il y a et j'en ai rencontré certains à Sydney, il y a quelques actuaires français, donc qui sont toujours inscrits à l'Institut des actuaires français et qui habitent dans d'autres pays.
et qui s'impliquent encore au sein des activités. Dans ce cadre-là, il y aura une deuxième qui sera sur le site d'Institut Actuel une fois que Samuel Civil aura vérifié tous les noms. Romain Durand, qui travaille aussi chez Covea, a mis en place un réseau de correspondants à l'étranger qui fait que si vous allez en Argentine pour discuter du dernier président élu et comment ça se passe, vous avez des correspondants, si vous voulez, qui sont en Argentine, à Hong Kong, à Séoul, à New York, bien sûr. Voilà, et ça fait partie des choses utiles à savoir avant de partir, d'avoir un contact et tout, de pouvoir discuter avec les gens. Parfait, je crois qu'on a atteint l'heure qui était fixée. C'est 11h ou 11h15 ? Je pense que c'est 11h15. Ah d'accord, pardon. Après, il y a des questions-réponses, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Par contre, il y a une hôtesse au fond de la salle qui a un micro et qui vous passe le micro si vous avez une question pour que les personnes nous entendent via Internet. Merci, bonjour et merci pour cette présentation. Deux questions très rapides. La première, vous évoquiez vos contributions à des position papers, des choses comme ça. C'est quoi, selon vous, le taux d'entente de vos positions? C'est-à-dire, je pense que ça représente beaucoup de travail, que vous faites des suggestions et tout ça. Et en même temps, est-ce que c'est globalement satisfaisant d'être entendu ou parfois très frustrant, ou enfin, est-ce que vous avez un pourcentage à fournir? Ma deuxième question pour un béotien complet de la santé-prévoyance, c'est quoi la différence entre une prise de sang pour l'âge biologique et un questionnaire de santé pour l'acceptation d'une assurance crédit? C'est aussi de la donnée personnelle. Voilà. Voilà, c'est juste. Mais vraiment, c'est ouvert. Il n'y a pas de malice dans ma question. J'y connais rien, donc je voulais savoir si c'est un cas comparable ou pas du tout. Enfin, voilà. C'est pas vraiment de l'international, mais c'était. Voilà. Merci. Alors, je vais prendre la question 1 et laisser la question 2 qui dépasse largement mes compétences. Merci pour cette question qui est très intéressante et qui me permet de rebondir sur ce qu'on a marqué ici. J'ai peut-être pas un pourcentage à fournir, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est clair qu'il faut intervenir en amont. Si en amont, j'ai le plus en amont possible, j'ai dit la marge de risque, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la marge de risque a un coût du capital qui est mal calibré. Où les SCR à long terme pèsent de façon démesurée dans le coût de la marge de risque. Alors, je suppose que je parle de ce sujet qui vous parle. Si je l'ai dit très en amont, ça va avoir une chance, même une assez grande probabilité, de devenir une option qui est sur la table et qui est considérée par les autres. Quand on arrive en toute fin de processus, là, la révision AS2 arrive en fin de processus, ça me paraît assez vraisemblable que ce qui pèse le plus maintenant dans les discussions européennes, c'est les intérêts politiques des différents pays. On va avoir des arbitrages. La France va négocier tel ou tel point contre l'Allemagne, contre la Belgique, contre la Slovaquie, contre tous les pays, chacun essayant de tirer un peu la couverture. On va avoir des accords, des positions finales qui seront des compromis politiques entre les différents pays. Alors, ça ne veut pas dire que l'Institut des actuaires ou France Assureur n'interviennent pas directement auprès de leur pays pour que leur pays défende une position plutôt qu'une autre. Mais on n'a pas une option sur la table sur laquelle on peut encore avoir très fortement une prise technique, d'un point de vue technique. Par contre, si l'AE, au tout début de la révision S2, dit on a un sujet sur la marge de risque, ça va être entendu par les IOPA. Et ça va devenir une option qui va être discutée. Et c'est vraiment ce qui est marqué sur la slide. Il faut intervenir le plus en amont possible. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'on va avoir un certain nombre de discussions qu'on essaye d'avoir le plus en amont possible. On essaye de réfléchir aujourd'hui sur le message qu'on veut porter et qui va peut-être pas porter ses fruits tout de suite, mais qui va porter ses fruits dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Alors, juste avant de passer à Aurélie, parce que c'est très intéressant la question, il faut aussi, lorsque vous êtes à l'étranger, lire les comptes rendus des réunions entre tout le monde, parce que je ne voudrais pas dire du mal de la perfide Albion, mais de temps en temps, si vous voulez, vous avez une réunion, vous dites votre point de vue, etc., et dans le compte rendu, il a disparu.
je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'ils ne comprenaient pas le français ou je parlais mal l'anglais. Bon, bref, il y a un problème. Donc ça, il faut faire attention. Autre chose aussi, c'est que pour la charge de travail, il faut, tant qu'à faire se peut, prendre une commission, un groupe de travail ou qui se rejoint avec votre job. C'est-à-dire que si vous devez passer 8 heures à répondre à une consultation, que ces 8 heures ou plus, elles répondent aussi à ce que vous apportez en plus-value à votre boulot et vous permet d'avoir des informations qu'ont peut-être pas le copain qui n'est pas à l'international. Bon, sinon, visiblement, vous n'avez pas Mère Teresa, donc vous avez envie, grosso modo, de joindre l'utile à l'agréable. C'est une chose que j'ai remarqué en France. Quand on veut mettre tout le monde d'accord, on parle de l'Angleterre. Et voilà. Alors, concernant la santé, et donc la différence entre, on va dire, les informations captées via un questionnaire et une prise de sang. Donc, oui, je dirais en première approche, on peut se dire, quelque part, on peut capter via les questions sur je dirais, le mode de vie, le caractère fumeur, non fumeur, on peut essayer de capter un âge biologique via un questionnaire médical. Néanmoins, le questionnaire est déclaratif. Donc après, la personne répond ce qu'elle veut aussi à ce questionnaire. Et donc par rapport à une prise de sang où là, je dirais, il n'y a pas moyen de tricher. Et je pense que les connaissances de la médecine permettent d'avoir comment dire, un résultat, un diagnostic encore plus fin via une prise de sang par rapport à, on va dire, un questionnaire médical qui serait auquel l'assuré aurait répondu en toute sincérité. Voilà. Alors, j'ai une question. Si jamais demain je vais voir un assureur pour une assurance décès, que j'ai une tarification, comment dirais-je, très très compétitive, faut que je m'inquiète? S'il y a eu prise de sang, peut-être. Ah oui, si j'ai une prise de sang. Là, je m'inquiète. Là. On vous met qu'un euro. Ça, c'est mauvais papier. Ça. Bonjour, merci de cette intervention. Je participais avant à la commission, je dirais au groupe de travail microassurance. Donc j'ai eu la chance d'échanger avec le SOA, sur des problématiques. Et j'ai assisté ces dernières années aussi aux journées francophones, la francophonie sur plein de sujets. Et je sais qu'aujourd'hui, entre autres les pays de Nord-Afrique qui sont un peu intégrés sur IFRS 17, sur des normes pour lesquelles nous, je dirais en France, on est bien avancé au niveau même européen, et aussi sur ce qu'eux, ils appellent le SBR, c'est le S2, je dirais, européen. Je voulais voir, c'est quoi par rapport à votre... en tant que commission de normes, en fait, comment vous intervenez, entre autres? Parce que là, je sais que en tant que vous participez à l'association à la AI, donc vous avez aussi je pense, cette expérience que vous ramenez à ces différents ACPR locales et aussi aux associations actuarielles, je dirais, nationales de ces... voilà, c'est un peu le... Allez-y. Non, moi j'ai rien. Alors, de mon point de vue, je ne suis pas, comme quand je me suis présenté, moi je suis le volet international, je ne suis pas le volet norme. Cela étant, je pense que tout se rejoint parce qu'on retrouve, si vous voulez, à l'AI, les mêmes personnes qui travaillent aussi avec la SOA, etc. Il y a du chevauchement. Et en plus, Samuel Sivy n'est pas là, mais c'est lui qui a lancé les colloques de l'actuariat francophone, justement pour ouvrir l'Institut des actuaires à d'autres pays et pas seulement la France ou l'Europe. Alors, aussi une chose que je voudrais dire, on a aussi une faiblesse en France à cause de nos employeurs. Ça paraît idiot, mais les employeurs français sont beaucoup plus, comment dirais-je, frileux à laisser du temps par rapport aux employeurs étrangers pour s'investir. Par exemple, l'ancien chairman de l'AE qui travaille chez Milliman, l'autre qui est allemand travaillant en Suisse, Milliman lui laisse pratiquement la moitié de la journée, ou une journée par semaine, à travailler que pour l'AE. Moi, de mon temps, ça a été, j'ai eu de la chance, mon patron, le comte de Bondy, m'a dit, Richard, il est important que nous comprenions ce qui se passe à l'étranger. Mais enfin, maintenant, ça a un peu changé.
vous avez des patrons qui sont de plus en plus durs avec leurs salariés et qui disent mais non, moi je veux que la France, je veux du billing, etc. Du coup, ça se réduit. Alors que les Anglais et les Américains et les Canadiens chassent en meute, beaucoup plus que nous. Et à l'AI, par exemple, on a Christelle Dieudonné, travaille chez Mercer, qui a fait un gros boulot de relations entre la France et l'OCDE. Bon, elle va, comment dirais-je, step down, j'arrive même plus à parler français, en juin 2024. Et bien entendu, les Canadiens sont là pour ramasser les morceaux parce que c'est un problème de pouvoir aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un peu de retard, si je peux m'exprimer ainsi, à avoir d'autres acteurs français qui se mobilisent dans le cadre de l'AE ou dans le cadre de l'AI. Et alors, je dis pas que c'est facile, mais je dis pas qu'il y a pas que les voyages. Hein. Les voyages, c'est le gâteau. Hein. Il y a aussi du boulot. Mais je crois que moi, ça m'a apporté. Je pense que je n'ai pas de contre-exemple que ça n'a pas apporté aux gens dans leur carrière professionnelle s'ils visent quelque chose qui a un rapport avec leur boulot. Alors, le boulot, en fait, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire, vous êtes certainement, vous avez eu l'occasion d'avoir des groupes de travail à l'Institut des actuaires et des commissions. Il y a des gens qui travaillent plus, il y a des gens qui travaillent moins, des gens qui sont spectateurs, d'autres qui sont plus actifs. En général, ça tourne. Il y a des groupes de travail dans lesquels j'ai beaucoup participé à un moment et je participe moins maintenant et ça reviendra et c'est normal. C'est en fonction des intérêts et des contraintes qu'on peut avoir par ailleurs. Donc oui, il y a du travail. Maintenant, il y a autant de travail qu'on veut en porter, en amener. Alors évidemment, pour l'Institut des actuaires, c'est plus intéressant de vous envoyer dans un groupe de travail si vous avez vraiment une appétence pour le sujet, des idées, des compétences à apporter et que vous pouvez efficacement porter une voix de l'Institut. Maintenant, ça veut pas dire que ce sera un travail de forçat. Il y aura des sujets qui vous intéresseront pas, qui intéresseront pas particulièrement l'Institut des actuaires français et sur lesquels vous serez moins investi et c'est tout à fait normal et légitime. Après, j'ai envie de dire, il faut avoir envie d'apporter quelque chose. Et après, c'est aussi en fonction de votre temps et de l'investissement que vous avez envie d'y mettre. Mais c'est vrai que si vous apportez quelque chose, en général, vous allez aussi recevoir plus du groupe. Voilà. Quand même, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que soit par l'AE, soit par l'AI, quand vous avez des problèmes, vous avez un réseau de gens que vous connaissez, avec qui vous avez vu pendant X années. Et quand vous avez un problème français ou dans votre boulot, vous pouvez téléphoner au gars, je parle en Irlande, un gars qui connaissait bien le truc sur les fonds de pension. Je dis comment ça se passe en Irlande. Alors, par exemple, j'ai travaillé, moi personnellement, à l'AE, au Pension Tracking Services. En fait, c'est l'estimation des droits, futurs droits à retraite. Alors, on a un système français qui est le système d'info-retraite, qui est pas mal du tout. Pourquoi ? Parce qu'il est multibranche. Et puis après, il faut rajouter ce qui est de la capitalisation. Et en France, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Mais quand vous discutez avec les Irlandais ou les Anglais, ça ne veut rien dire, parce que c'est comme le deuxième pilier, c'est que des fonds de pension qui sont séparés du premier pilier qui ne donnent pas grand-chose. Le Pension Tracking Services, c'est pas très bon. Mais ça, c'est un petit exemple. Mais il y en a plein comme ça où allô Phil, j'ai ce problème-là, comment ça se passe quoi ? Et le gars vous dit, lui, il est dedans, dans un marché en avance, lui, on a eu ce problème-là et tout. Et j'avais moi un dossier, quand je faisais les phases 87, qui s'appelait phase ASSOLS. Et je suis sûr que IAS 19 ASSOLS, il y a des moments où les réglementations, si vous voulez, rencontrent des problèmes de conception, et à ce moment-là, il faut pouvoir les gérer. Mais alors, oui, tout à fait, merci, parce que c'est effectivement très important. On a un réseau de correspondants. Le groupe de travail S2, à part se réunir de temps en temps, fonctionne aussi comme un réseau. Et on a eu plusieurs fois des membres qui disent, dans notre pays, on a telle et telle chose qui se passe. Le superviseur veut mettre ceci en place, veut interdire cela. Comment ça se passe chez vous ? On a vu une question sur les rachats, je crois, sur la façon dont on comptabilise les rachats dans le SCR. On transmet ça au réseau. Après, le réseau est informé. Et après, ce qui se passe, c'est que moi, à mon tour, comme je ne connais pas forcément tout le sujet sur lequel je suis interrogé, j'envoie ça à la commission
prudentielle. La commission prudentielle va potentiellement compter parmi ses membres quelqu'un qui connaît le sujet, qui va répondre. Et on a une réponse de la France sur, ben voilà, notre superviseur n'a pas interdit de faire telle ou telle chose. C'est très intéressant pour l'autre pays de dire oui, mais comment ça se fait que vous interdisiez ceci, cela, alors que le voisin d'à côté ne l'interdit pas. Et c'est quelque chose qui peut aller dans les deux sens. On peut nous aussi solliciter nos confrères européens si la CPR veut changer une méthodologie. On pourrait se demander légitimement est-ce que c'est normal? Dans les autres pays, comment ça se passe? Peut-être qu'on était différent et que la CPR cherche juste à rentrer, à se conformer à ce que font les autres pays, ou peut-être au contraire que non. Et donc c'est vraiment des choses intéressantes sur lesquelles le réseau prend une grande valeur. Aurélie. Le mot de la fin? Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Donc, vous l'avez compris, si vous souhaitez vous investir dans les activités à l'international, donc au niveau européen ou plus largement, c'est possible. Donc, vous pouvez venir nous en parler à Richard, Jacques ou moi, et on sera ravis de pouvoir vous aider à vous investir dans ces travaux et ces groupes de travail. Voilà. Merci à vous tous.